Comment s'est passée l'université d'automne de l'UPR? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en ce jour de la Toussaint. C'est le 1er novembre. C'est le moment dont je profite pour réaliser cet entretien d'actualité avec nos équipes techniques. L'université de Valers, c'est quand même, me semble-t-il, particulièrement bien passé. En réalité, je pense qu'on n'a jamais eu un pareil succès. D'ailleurs, depuis que j'ai créé des universités, c'était la 8e. À chaque fois, l'université se passe mieux que l'année précédente parce que notre mouvement se développe. Ça ne s'est jamais aussi bien passé, d'abord parce qu'il y a eu une très grande affluence. On a à peu près atteint les 1200 personnes, alors que l'année dernière, on était aux alentours de 1050 à 1100. Ce n'était pas gagné. 1200 personnes, c'est beaucoup quand on compare avec ce que font, ou plus exactement ce que ne font pas les autres partis politiques. J'ajoute que pour un certain nombre d'autres partis politiques qui d'ailleurs ont renoncé à faire leurs universités, mais je sais par exemple que Laurent Wauquiez a fait une université qui a consisté à monter sur une montagne, parce que M. Wauquiez essaye d'imiter un peu tristement Mitterrand avec sa roche de Solutré. Donc M. Wauquiez fait la même chose en Haute-Loire. Il paraît qu'il y avait, d'après un journaliste qui est venu nous voir, à peu près autant de monde. Oui, mais dans des partis comme les Républicains ou au Parti socialiste, ce sont surtout des responsables qui sont encartés, qui ont des mandats électifs. Et ce sont des gens qui bénéficient, en plus de ça, de financement. C'est-à-dire que aux Républicains ou au Parti socialiste, lorsque le Parti socialiste faisait des universités, il payait des autocars pour faire venir tout frais payés les congressistes. Alors que nous, les 1200 personnes qui sont venues à Valers en Indre-et-Loire, à côté du château d'Azel-Rideau, elles ont toutes, à la seule exception des invités que j'avais aux tables rondes, mais à cette seule exception, ils ont tous payé leur transport, leur hébergement, leur repas. À commencer d'ailleurs par moi-même. J'ai payé mon transport, mon hébergement et mon repas. Donc, il faut bien comprendre que lorsque l'on faisait la totale, si l'on peut dire, c'est-à-dire toute la journée du samedi, avec le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, puis la journée du dimanche avec le petit déjeuner, le déjeuner et la visite du château de Langeais, qui a été très réussie, eh bien, il y en avait pour... moi, je me rappelle, j'ai payé 93 euros. Et 93 euros, ben, ça n'est pas une somme négligeable pour quelqu'un qui a un petit revenu. Donc je voudrais, la première chose, souligner à quel point cette université a été un succès par le nombre de personnes présentes. Mais ce succès est d'autant plus remarquable que ces 1200 personnes présentes ont dû payer elles-mêmes leur venue. Certaines, d'ailleurs, pour faire des économies, n'avaient pas pris le déjeuner et le dîner et mangeaient des sandwichs qu'elles avaient préparés. Donc je voudrais en profiter pour remercier tous nos adhérents et sympathisants, ainsi que certaines qui ont adhéré d'ailleurs sur place, toutes ces personnes qui ont décidé de consacrer du temps de leur temps libre un week-end et de leur argent pour venir à l'université. C'est très précieux, à la fois parce que ça assure l'équilibre financier de notre opération, mais c'est aussi très précieux du point de vue psychologique de savoir que autant de Français sont capables, sont prêts à dépenser de l'argent pour venir assister à cette université. Alors maintenant, au-delà de ces compliments et de ces remerciements, je voudrais remercier aussi les personnes qui ont participé au débat et aux tables rondes, à commencer par Emmanuel Todd, avec lequel j'ai eu un débat que vous avez pu voir, qui est en ligne maintenant depuis quelques jours, que vous avez pu voir sur Internet. Allez le voir. Je l'ai regardé de nouveau moi-même. Je trouve d'abord qu'il est admirablement pris. Je voudrais remercier ici vraiment les techniciens, notamment Luc, Sylvain, Fabien, également Nicolas pour le son, qui ont fait un travail absolument remarquable, il faut le dire, et qui a été remarqué puisque beaucoup de gens peuvent constater qu'on a une qualité en réalité professionnelle. Bon. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce n'est pas à moi de le dire, mais je trouve que le débat que j'ai eu avec Emmanuel Todd était vraiment très intéressant. D'autant plus intéressant que nous étions d'accord sur toute une série de sujets, mais pas d'accord sur une autre vision, notamment
Emmanuel Todd a davantage tendance à faire porter la responsabilité sur l'Allemagne et à trouver des circonstances atténuantes aux États-Unis et examine avec réticence l'idée de sortir de l'OTAN, alors que vous connaissez quelle est notre position à l'UPR et quelle est ma position, où je n'ai jamais changé depuis la création de ce mouvement. Il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Sortir de l'Union européenne et sortir de l'euro, Emmanuel Todd nous a confirmé qu'il trouvait que c'était tout à fait ce qu'il fallait faire. C'est quand même un point très important. Emmanuel Todd est quand même un grand intellectuel français. Moi, j'ai été au Japon. Au Japon, il est extrêmement connu. J'ai eu l'occasion ici de chanter ses louanges, si j'ose dire. C'est quand même quelqu'un qui s'est fait connaître en 1976 avec son livre La chute finale, qui était tout à fait remarquable. Donc le fait que Emmanuel Todd appelle à sortir de l'Union européenne, de l'euro, c'est pour nous un élément extrêmement satisfaisant. Ce débat a été animé par le jeune Aurélien Enthoven. Et je voudrais dire à ce propos quelque chose, c'est que j'ai vu que beaucoup de gens se sont félicités de ce qu'a fait Aurélien, qui a 17 ans, et qui a mené ce débat comme modérateur avec vraiment beaucoup de talent pour un jeune garçon de 17 ans. Moi, je me rappelle, quand j'avais 17 ans, j'étais extrêmement timide. J'aurais certainement fait beaucoup moins bien, puisqu'il s'agissait d'animer un débat entre un des très grands intellectuels français connus, qui est M. Todd, et puis votre serviteur, qui est quand même un ancien candidat à l'élection présidentielle, et dont la notoriété politique maintenant est de plus en plus connue et de plus en plus en France. Donc je trouve que Aurélien a été vraiment, ça a été une grosse réussite. En fait, il s'est beaucoup mieux débrouillé encore que je ne le pensais. Je voudrais dire ici qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont félicité. Il y a eu des critiques qui ont été faites. Je voudrais dire que ces critiques, je les trouve quand même d'assez mauvais aloi. On l'a critiqué parce qu'il était le fils de. Le fils de, oui, c'est vrai, c'est le fils de Carla Bruni Sarkozy, qui est très connu, et de Raphaël Enthoven, qui est philosophe et qui s'exprime sur les ondes de certains médias. Et c'est vrai que son beau-père, c'est Nicolas Sarkozy. Et alors ? Depuis quand est-ce qu'il y a des procès parce que quelqu'un est le fils de ? Je trouve ça absolument inouï. J'ai vu qu'il y a eu heureusement, il n'y en a pas eu de très nombreux, mais il y a des gens qui nous ont reproché. Il se trouve que Aurélien Enthoven est un adhérent de l'UPR. Il a adhéré à 16 ans et 2 jours. Il se trouve que ça n'est pas les idées de ses parents. Ça ne nous a pas échappé. Il se trouve qu'il est tout à fait convaincu et qu'il a bien compris, lorsque je lui ai proposé d'animer, il a bien compris que sa notoriété attirerait certainement les journalistes et que ceci nous permettrait probablement d'avoir une meilleure couverture médiatique que ce que nous avions les autres années, ce qui n'était pas difficile puisque nous n'en avions pas. Donc j'ai été assez choqué, blessé par le fait que pour un certain nombre de personnes, c'est pas bien. Eh bien, moi, je dis si, c'était très très bien. Et de fait, la présence d'Emmanuel Todd, qui est très connu, celle d'Aurélien Enthoven, qui a effectivement suscité un petit peu l'intérêt people, comme on dit dans les médias, eh bien, ça a fait que nous avons eu une couverture médiatique sans précédent. Et ça, c'est le grand succès aussi de cette université, puisque nous avons eu un passage sur TF1. Oh, évidemment, c'était pas un immense passage. Ça durait 40 secondes. Mais c'est quand même mieux 40 secondes que 0. Et d'ailleurs, si l'on est objectif, on s'aperçoit que lorsque TF1 rend compte d'un congrès d'un autre parti politique, très souvent, ça n'est pas très long non plus. Donc on a eu 40 secondes au journal télévisé de TF1, 13 heures. C'est vrai que c'était pas le 20 heures, mais enfin bon. Encore une fois, il faut voir d'où on vient. On vient d'un endroit où on n'avait aucune médiatisation. Nous avons eu LCI. Nous avons eu l'AFP, l'agence France-Presse, nous avons eu la Nouvelle République du Centre, et puis l'AFP a été très abondamment reprise par beaucoup de médias à travers la France, que ce soit des médias radiophoniques ou bien des médias journaux. Donc au total, tout ça a été très bien. Alors l'après-midi, nous avons eu une table ronde sur les questions concernant l'Allemagne, où nous avons eu Édouard Husson, qui est normalien, professeur des universités, ancien directeur général
de l'École supérieure de commerce de Paris, ce qui est quand même quelqu'un tout à fait qui a les pieds dans la réalité, notamment dans la réalité économique, et spécialiste de l'Allemagne, qui a débattu avec Coralie Delhomme, que tout le monde connaît, qui travaille notamment à Apollonie TV, et qui a écrit récemment un ouvrage qui s'appelle Le couple franco-allemand n'existe pas. Il y avait également David Kella, qui est un économiste des économistes atterrés, avec lequel Coralie Delhomme a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Union européenne va disparaître. Et puis il y avait Vincent Brousseau, notre responsable des questions monétaires à l'UPR, qui est un ancien de la Banque centrale européenne, spécialiste de l'euro, comme vous le savez. Et ce débat, cette table ronde, qui a été tout à fait passionnante également, avec d'ailleurs une opposition un petit peu, modérée, mais quand même des points de vue divergents entre Édouard Husson et Vincent Brousseau notamment. Cette table ronde a été modérée par Lauriane Mollier, qui est une de nos adhérentes et qui est une youtubeuse. Je voudrais dire à ce propos d'ailleurs que je n'ai pas vu de critique contre Lauriane Mollier l'après-midi, alors que l'esprit qui nous avait animés était le même que le matin. Dans un cas comme dans l'autre, nous avions voulu qu'il y ait comme modérateurs des personnes, des adhérents de l'UPR très convaincus que nous connaissions et qui sont des blogueurs à succès. Voilà. Donc, comme par hasard, personne n'a protesté contre Lauriane Mollier, qui a été très bien, qui a fait son travail de modératrice l'après-midi, et alors qu'il y a eu quelques critiques méchantes parfois contre Aurélien. Je signale au passage d'ailleurs que Lauriane, elle a 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, alors que Aurélien, qui est plus jeune, qui a 17 ans, lui a 46 000 abonnés sur sa chaîne. C'était donc une raison supplémentaire pour que je propose à Aurélien. Bon, alors voilà, j'espère que la polémique va se clore, d'autant plus qu'on pourrait trouver matière à reproche si on pouvait constater qu'effectivement j'avais ou que Aurélien ou que moi-même avions si peu que ce soit modifié les analyses ou les programmes de l'UPR. Mais tel n'est absolument pas le cas. Nous avons l'UPR propose toujours, de façon imperturbable depuis 11 ans et demi, parce que c'est écrit dans notre charte, nous proposons la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et que Aurélien Toven ait fait l'animation avec beaucoup de talent. Vraiment un grand talent, je tiens à l'en féliciter, je pense qu'il ira très loin ce garçon, parce qu'il a enchanté beaucoup de gens. Eh bien, le fait qu'il ait comme beau-père quelqu'un qui a été président de la République ne change rien à ses convictions. Voilà. Je voudrais dire aussi que nous avons eu ce soir-là une tombola qui a été réussie, où vous savez que c'est un peu mon péché mignon. Il y avait quelques jolis lots historiques, mais pas seulement. Il y avait aussi des lots gustatifs venant notamment de l'île de la Réunion et venant de la Martinique. Donc on a eu une tombola qui a été bien appréciée. Les repas se sont très bien passés. Le lendemain, nous avons eu une table ronde on a eu du mal à la mettre sur pied parce qu'on avait invité des personnalités qui ont refusé de venir, tout particulièrement Madame Loiseau, la ministre des Affaires européennes, qui a refusé de venir et de se faire représenter au moment même où elle explique qu'elle fait des quantités de débats sur l'Europe. Il y avait également, j'avais invité M. Michel Barnier, même chose, il a refusé de venir. J'avais également invité M. Jean-Luc Mélenchon à venir débattre à l'université de l'UPR, puisqu'il ne nous avait pas invités à sa propre université de France Insoumise, où il avait jugé bon, en revanche, d'inviter des députés des Républicains. C'est à croire que M. Mélenchon se sent beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus proche des députés des Républicains, des gens de chez M. Wauquiez, qu'avec nous. M. Mélenchon avait refusé. Donc, le résultat, c'est qu'on a fait le dimanche matin une table ronde qui s'est révélée d'ailleurs tout à fait intéressante sur la question de l'avenir des collectivités locales en France, notamment des départements et des communes rurales. Et il y avait Frédéric Robert, maire de Monétier-Allemont, dans les Hautes-Alpes. Et il y avait Gérard Poulain, maire de Vieux-Bourg, dans le Calvados. Deux communes rurales, l'une de 320 habitants, l'autre d'une centaine d'habitants. Et ces deux maires présentaient la double particularité d'être tous les deux à l'UPR et de m'avoir tous les deux parrainé pour l'élection présidentielle. On a donc fait un débat où je participais et qui, je crois, a été également tout à fait intéressant et où l'on a notamment lancé un appel à tous nos adhérents et militants
pour que, s'ils le veulent, eh bien, ils participent, ils s'inscrivent sur les élections municipales de 2020. On aura l'occasion d'en reparler, mais je le signale d'ores et déjà. Toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, qui sont adhérents ou sympathisants de l'UPR et qui voudraient adhérer à l'UPR, eh bien, nous les invitons à participer comme candidats sur des listes, par exemple, si possible comme tête de liste. Dans les milliers de communes rurales de France, les élections municipales auront lieu en 2020. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais réfléchissez bien à tout ça. Et puis l'université s'est achevée par la visite du château de Langeais, qui a beaucoup plu à ceux qui y sont allés, parce que c'est un château historique. C'est là qu'a eu lieu le mariage en 1491 de Anne de Bretagne et du jeune Charles VIII, donc le fils de Louis XI, le roi de France. Et ce château a été très bien aménagé, a fait l'objet de restauration. Moi, je me rappelle, je l'avais vu il y a une quinzaine d'années. Il était un petit peu vétu, c'était un petit peu tristounet. Maintenant, ça a été entièrement nettoyé, réaménagé, électrifié, des éclairages tout à fait séduisants, du mobilier très intéressant et même d'ailleurs des petites vidéos tout à fait passionnantes. En plus, on avait une visite guidée sur une partie du parcours et notamment, ce qui était évidemment très intéressant, c'est la salle où a eu lieu le fameux mariage entre Charles VIII et Anne de Bretagne, avec un commentaire historique qui avait été rédigé par Jean Favier, qui est un médiéviste qui a été membre de l'Institut, et avec des personnages de cire en habit d'époque. Tout ça était tout à fait intéressant. Cette visite se terminait d'ailleurs par une petite dégustation de produits régionaux, comme on l'avait organisé. Malheureusement, le temps n'était pas de la partie. Ça a été la seule petite chose un petit peu ratée. Il a plu. Mais sinon, c'était vraiment une réussite et tout le monde était vraiment très, très content. Voilà. Alors, je termine ici sur le bilan de cette université pour dire que c'est un grand succès. 1200 participants. En termes financiers, on n'a pas encore fait tout le bilan de l'opération, mais je pense qu'on va être un petit peu excédentaire. Parce que ça coûte quand même de l'argent, hein, de 1200 personnes à nourrir, les locaux à louer, la sonorisation, le traiteur, enfin tout ça, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Il faut compter à peu près un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 à 60 000 euros. J'avais à cœur, comme les années antérieures, d'équilibrer cette université. Les toutes premières universités n'étaient pas équilibrées financièrement. Maintenant, elles sont équilibrées, elles sont même suréquilibrées, surfinancées, puisque je pense qu'on va dégager un petit excédent, notamment avec la vente de la boutique où il y a eu énormément de produits vendus. Également la tombola. Tout ceci fait que normalement on doit dégager un petit excédent qui ne va pas dans ma poche ni dans celle de ceux qui ont tenu la boutique. Je voudrais souligner notamment Catherine qui a très bien fait ça, mais également Henri, mais également Benoît, etc. Enfin, différents responsables qui s'y sont succédés. Donc cet argent va abonder le parti l'UPR que vous connaissez bien. Je voudrais dire un dernier mot sur ces questions d'université. Donc l'année prochaine, je ne sais pas si on le fera au même endroit, parce que comme à chaque fois on a plus de monde, là on était un peu à la limite de ce que l'on pouvait accueillir. On essaiera peut-être de trouver un autre endroit l'année prochaine. Je voudrais dire quand même deux choses encore donc sur cette université. Premièrement, il y a des personnes, j'ai vu sur Internet, qui se sont plaintes qu'il n'y ait pas de retransmission en direct des tables rondes. J'en porte la responsabilité. Je dis tout à fait que c'est moi qui ai décidé qu'il n'y ait pas cette émission en direct. Pour une raison extrêmement simple et précise, c'est que s'il y avait une émission en direct de nos tables rondes, eh bien, ça dissuaderait beaucoup de gens de venir. Et si ça dissuadait beaucoup de gens de venir, nous aurions d'abord, nos invités seraient un peu tristes de parler devant des chaises à moitié vides. Deuxièmement, parce qu'on aurait beau leur dire, il y a des gens qui vous regardent sur Internet, ça n'a pas du tout le même impact psychologique. Deuxièmement, nous aurions des plus grandes difficultés à équilibrer l'université, parce qu'il faut bien payer les frais fixes de la location globale, et donc nous aurions beaucoup moins de gens qui seraient là. Et puis troisièmement, les journalistes qui viennent et qui là pour la première fois sont venus en nombre diraient bon bah finalement voilà l'UPR n'a fait que 300 personnes, ce qui évidemment nuirait à la notoriété de notre mouvement, alors que là les journalistes qui sont venus ont constaté qu'il y avait 1200 personnes et ils ont été surpris par le nombre. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit, je le redis, et l'année prochaine ça sera pareil.
Nous ne ferons pas de diffusion en direct de ce qui se dit. Nous, en revanche, ce que nous faisons, c'est que nous faisons des captations vidéo de très grande qualité. J'en parlais tout à l'heure. Il y a eu la première, il y a eu le débat, mais il y a les tables rondes qui suivent, qui vont être mises en ligne. Et ça, nous, on le diffuse avec une semaine de délai. Donc, ceux qui n'ont pas pu venir ne sont pas trop pénalisés. Ils ont une semaine à attendre. Je peux comprendre d'ailleurs toutes les raisons très justifiées pour lesquelles les gens ne peuvent pas venir, hein, que ce soit des raisons financières, des raisons d'éloignement. Il y a des gens qui habitent à l'étranger ou dans l'outre-mer lointain, en Nouvelle-Calédonie par exemple. Certains auraient bien voulu venir, mais c'est que traverser la planète pour assister à une table ronde, c'est quand même beaucoup d'argent et de peine pour cela. Donc je comprends parfaitement que des gens ne puissent pas venir. Il faut qu'ils comprennent aussi nos arguments. Et puis je pense quand même que le produit qu'on leur apporte est quand même satisfaisant. Au bout de même pas le débat avec Emmanuel Todd a été mis en ligne 4 jours après qu'il a été tenu. Donc je pense que les gens qui ne viennent pas peuvent attendre 4 ou 5 ou 6 jours d'avoir les vidéos. Hein. Donc ça c'est le premier point. Je voulais que les choses soient claires. Voilà, nous avons tout bien pesé. Il est préférable pour le mouvement de ne pas faire de diffusion en direct pour maximiser le nombre de personnes présentes, notamment afin de rentabiliser l'opération et de frapper les esprits, notamment ceux des journalistes. Et puis la deuxième chose que je voulais tirer de ce bilan, c'est justement la présence des médias, je l'ai dit tout à l'heure. Cette présence massive, mais c'est également une présence qualitativement différente, puisque au moment de la présidentielle, il y a eu quand même beaucoup de médias qui se sont intéressés à moi. C'est normal, j'étais candidat, même si au total je n'ai eu qu'1% du temps de parole quand Macron en a eu 28%. Mais au moment de la présidentielle, le ton, la tonalité générale des journalistes était quand même globalement très agressive, inquisitoriale, suspicieuse. Elle passait son temps à me suspecter de tous les péchés du monde, d'avoir les arrière-pensées les plus noires, les plus sombres, d'être complotiste, conspirationniste, etc. En fait, les journalistes, on avait l'impression, étaient là sur commande pour me démolir et sans avoir la volonté d'aller au fond des choses. Eh bien, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, la tonalité des journalistes a vraiment totalement changé. J'ai rencontré des journalistes de l'AFP, du Figaro, de l'Express, même de Libération, de la Nouvelle République du Centre, etc., qui sont des journalistes qui m'ont parlé comme un être humain normal et qui sont entrés, qui m'ont fait exprimer mes idées et qui les ont, pour certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, fidèlement rapportées. C'est ça, en fait, le métier de journaliste. C'est la raison pour laquelle je les ai fait acclamer, parce que moi je ne souhaite pas avoir des conflits permanents avec les journalistes. C'est pas bien. Lorsqu'ils font bien leur métier, mais je pense que c'est un métier difficile et je pense qu'ils doivent être félicités. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à les féliciter pour tous ceux qui étaient venus à notre université de Valère 2018. Je suis persuadé que le cru 2019 sera encore mieux que celui de 2018.